professeur Pierre Guénancia de l'Université de Bourgogne dans le cadre d'un entretien qui aura pour thème Descartes, le doute, la certitude. Comme vous le savez, les entretiens d'Assas ont pour objet d'approfondir la réflexion sur un thème donné, ainsi que de promouvoir les échanges scientifiques et pluridisciplinaires entre chercheurs, étudiants et toute personne intéressée par les sujets qui seront débattus à cette occasion. C'est cette exigence de pluridisciplinarité, partagée par les intervenants que nous accueillons, qui fait la singularité de notre démarche au sein d'une faculté de droit, héritière directe de la faculté de droit et des sciences économiques de Paris. Mais comme vous le savez, c'est en 1616 que Descartes obtint sa licence en droit civil et canonique à l'université de Poitiers. Ainsi, Descartes était-il lui-même juriste de formation. Il n'y a donc finalement rien d'étonnant à évoquer cet auteur. Que dis-je, ce collègue, ici à l'université Panthéon-Assas, dans ce temple du droit, qui s'honore à maintenir son prestigieux héritage et à garantir la pérennité de ces lieux hautement symboliques où le droit français est né. Quelques mots sur notre intervenant. Pierre Guénancia est professeur émérite d'histoire de la philosophie moderne à l'Université de Bourgogne et chargé d'enseignement en master à l'Institut catholique de Paris. Spécialiste de Descartes et de Pascal, il est auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Descartes et l'ordre politique, chez Gallimard, Lire Descartes, Divertissement pascalien, chez Hermann, Le regard de la pensée et philosophie de la représentation, au PUF, et L'homme sans moi, essai sur l'identité, également au PUF, ouvrage d'ailleurs distingué par le prix de philosophie 2024 des rencontres philosophiques de Monaco. Vous trouverez bien entendu les références de ces ouvrages sur notre site, à la page spéciale consacrée au professeur Guénancia. Mais avant de commencer cet entretien, quelques mots sur l'actualité de notre association, comme j'ai l'habitude de le faire à chaque fois. Donc, sur une actualité qui sera un petit peu chargée cette année, parce que nous célébrons cette année les 10 ans d'existence de l'association, qui a été créée en 2016. L'association des chercheurs de l'Université Panthéon-Assas s'est voulue dès le départ laïque, apolitique et résolument tournée vers la pluridisciplinarité, l'échange et le partage des connaissances. 10 ans plus tard, ces valeurs demeurent intactes et continuent d'inspirer chacune de nos actions. Au fil des ans, les manifestations organisées ont permis à chacun de trouver un espace pour présenter ses recherches, confronter ses idées et apprendre des autres, surtout apprendre des autres. Ces 10 années ne sont pas seulement le témoignage d'une longévité, elles sont la preuve qu'un petit collectif soudé, passionné et respectueux de chacun peut faire vivre des projets ambitieux et durables. J'ai oublié désargenté. Ça fait rien, on n'a pas besoin d'argent ici. Je tiens donc à remercier chaleureusement tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette aventure, chercheurs, bénévoles, intervenants, partenaires, dont la présence donne sens à notre action. Alors, d'autre part, quelques informations relatives aux consultations des derniers entretiens d'Assas, les consultations vidéo. On regarde toujours un petit peu ce que ça donne. La vidéo d'Alexandre Bialas, Schopenhauer et la juridicité a dépassé les 1700 vues. Celle du professeur Roudier, Jérôme Roudier, Machiavel, le bien, le mal, 1400, et on est un petit peu au-delà. Et même la conférence Spinoza-Assas 2026, Spinoza la fout la peine, du professeur Paul Rateau, qui est très récente, totalise à ce jour déjà 620 vues. Ce qui signifie que ça intéresse tout de même un certain nombre de personnes. Et que ce que je dis aux étudiants, si vous n'avez pas le temps de venir, vous aurez toujours la possibilité de consulter ça sur Internet, sur notre chaîne YouTube, et Dieu sait qu'il y a des consultations parce que les échanges sont très intéressants, on apprend vraiment beaucoup à regarder ces vidéos. Alors, aussi une information pour les internautes, puisque je vous informe du report de la conférence que j'avais annoncée, Agir pour l'enfant. Conférence reportée en raison de la fin de mandat de la défenseur des droits, qui va intervenir en juillet 2026, et dans l'attente de la nomination du prochain. Donc c'est essentiellement pour des raisons de planning que ça ne pourra pas se faire, mais ça va être sans doute reporté à l'année prochaine, en début d'année, je pense au premier semestre, on verra, mais je vous en parle. D'ailleurs, à ce propos, je vous rappelle que nous avions déjà reçu à Assas un ancien étudiant de notre université, relativement brillant d'ailleurs, Jacques Toubon, qui est en 2017, et Geneviève Avenard, la défenseur des enfants, en 2020. Alors, pour terminer cette petite présentation, je vous précise que c'est aujourd'hui la dernière rencontre du cycle Philosophie 2025-2026,
qui reprendra avec la conférence annuelle Spinoza-Assas en mars 2027, et dans l'intervalle, alors je dis ça pour les juristes, nous tiendrons 2 conférences. Une première conférence d'histoire du droit le 17 octobre sur le thème « Que reste-t-il des instituts de Justinien ?» et une seconde le 5 décembre qui aura pour thème « Comprendre Kelsen », une conférence très attendue par les philosophes, anthropologues et théoriciens du droit. Je vous rappelle que les personnes qui souhaiteraient être tenues informées des organisations d'associations ont la possibilité de l'être en s'inscrivant à la newsletter. Je vous remercie de votre attention. J'en ai terminé, et je cède à présent la parole à Pierre Guénanciard, qui ouvrira l'entretien en développant une première question. Par quel cheminement la métaphysique cartésienne permet-elle de dépasser le doute pour atteindre la certitude? Les nombreux échanges amicaux que nous eûmes ces derniers mois, et merci donc à vous d'être là par cette chose après-midi, et même pas sans clim, donc vraiment je salue votre dévouement et votre intérêt intellectuel pour la pensée cartésienne, donc pour la première question à laquelle je vais tenter de répondre. Alors une petite anecdote. Le café d'en face, ça commence bien, au comptoir du Panthéon, il y a une inscription qui se veut spirituelle et intelligente peut-être même, donc, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas spirituelle, qui dit « Le doute est désagréable, mais la certitude est ridicule ». Et c'est signé Voltaire. Voilà. Donc je vais essayer de vous expliquer le contraire et de vous montrer comment justement, non pas le doute est agréable, ça ne veut rien dire, mais que le doute est nécessaire pour arriver à la certitude, qui est non pas ridicule, sauf quand c'est une pseudo-certitude, mais qui est, d'une certaine manière, le but de toute connaissance véritable, quand elle se veut justement rationnelle et pas intuitive, sentimentale ou mystique. Alors, en ce qui concerne Descartes, j'avais noté la question là. Voilà. Comment donc la métaphysique cartésienne permet de dépasser le doute pour aller vers la certitude? Alors d'abord une première remarque. Je ne crois pas qu'on puisse dire que Descartes dépasse le doute. Parce que le doute n'est pas chez lui, pour lui, une attitude existentielle, vécue, subie, comme elle est dans une tradition sceptique, ou même dans une tradition modérément sceptique, comme c'est le cas chez Montaigne, que Descartes connaît parfaitement bien, pour l'avoir lu et le citer sans guillemets assez régulièrement dans son œuvre. Donc le doute, ça n'est pas un moment désagréable, parce que ça n'est pas un état vécu. Le doute est un dispositif épistémologique et pas du tout une attitude psychologique ou une maladie psychologique qui serait justement, qui rongerait d'une certaine manière nos évidences, nos certitudes, nos habitudes peut-être, etc. Non. Le doute, c'est l'œuvre de quelqu'un qui décide de procéder par méthode. Et cette méthode, Descartes l'acquiert et la construit au contact des mathématiques. Ne jamais oublier que Descartes est d'abord, et peut-être même avant tout, au sens très large du terme, un mathématicien. Et un mathématicien qui n'est pas un géomètre, comme la plupart des mathématiciens, disons depuis l'Antiquité jusqu'à l'âge moderne, jusqu'à la Renaissance, qui n'est pas donc un géomètre euclidien, si vous voulez, mais qui pense à une autre science, justement, que la science euclidienne, et qui serait une sorte de mixte entre l'arithmétique et l'algèbre. Donc, Descartes a cette idée, très vite, je crois, très jeune, a cette idée qu'une réforme des mathématiques est nécessaire, non seulement pour que les mathématiques avancent, progressent,
mais aussi pour que les mathématiques soient exemplaires d'une démarche qui pourrait s'étendre à d'autres disciplines, et notamment à la métaphysique, dont Descartes aurait pu dire avant Kant que c'est un champ de bataille. C'est-à-dire que toutes les opinions s'y déploient, s'y contredisent, s'y accumulent, sans aucun gain, puisque finalement, de certitude de type métaphysique, il n'y en a pas. Et donc, le but de Descartes n'est pas de substituer les mathématiques à la métaphysique, mais de faire en sorte que les mathématiques apportent d'une certaine manière la rationalité, l'ordre, la mesure, la méthode qui est la leur dans le domaine métaphysique qui, pour Descartes évidemment, importe beaucoup plus que les mathématiques. Il est beaucoup plus important pour chacun de nous de savoir si l'âme est distincte du corps, et même, question qu'on peut se poser de plus en plus, de savoir si Dieu existe ou n'existe pas, que de trouver l'équation du cercle ou de la droite ou à un connu encore plus élevé, comme Descartes a tenté de le faire dans sa géométrie. C'est sans discussion. C'est pour ça que les mathématiques ne constituent pas pour Descartes, comme elles constituent peut-être pour Leibniz, comme elles constituent au XIXe siècle peut-être pour Comte, ne constituent pas, comment dire, le modèle de la rationalité et l'outil par lequel justement on va construire une rationalité nouvelle qui soit d'inspiration mathématique. Pas du tout. La rationalité telle que Descartes l'envisage, je vais en dire un mot, cette rationalité, elle n'est en aucune manière formelle. C'est-à-dire, elle ne repose en aucune manière sur un formalisme. C'est ça la première idée que je voudrais juste souligner, parce que c'est une question un peu large, mais que les mathématiques telles que Descartes les envisage ne suivent pas le chemin d'un formalisme. Et c'est pour ça que Descartes rejette ce qui peut justement, ce qu'il peut y avoir, de logique dans les mathématiques, et qui fait que, au fond, c'est un ramassis stérile de raisonnements captieux. Je cite à peu près. Donc, au fond, il s'agit de bien séparer les mathématiques de la logique. La logique étant pour Descartes une discipline complètement stérile et qui consiste à multiplier des raisonnements formels sans se poser la question de savoir si c'est vrai ou si c'est pas, matériellement, si je puis dire. Or, les mathématiques, et ça peut paraître surprenant, les mathématiques pour Descartes sont d'une certaine manière une science matérielle. C'est-à-dire une science qui s'appuie, une science qui s'occupe, qui conserve, qui s'occupe d'objets. Alors, ces objets, ce ne sont pas, si vous voulez, cette table, ces personnes qui sont autour de moi, ces chaises, ça n'est pas ce type d'objet dont s'occupent en tout cas immédiatement les mathématiques. Mais quand j'ai dit cette table et cette chaise, j'aurais pu dire à ce moment-là la forme ou plutôt la grandeur de cette table, la grandeur de cette chaise et le rapport qui s'établit entre ces deux grandeurs. Alors là, nous sommes déjà dans les mathématiques, au sens où les mathématiques instituent des rapports entre des choses différentes parce qu'elles trouvent entre elles une commune mesure. Et cette commune mesure, c'est la grandeur. Et la grandeur qui intéresse Descartes, c'est beaucoup plus la grandeur arithmétique que la grandeur géométrique. C'est-à-dire les figures, les courbes, etc., etc. Grandeur arithmétique. Autrement dit, Descartes a fait son premier texte, qu'on connaît de lui en tout cas, qui s'appelle Les règles pour la direction de l'esprit, Ingenii, c'est important, c'est pas l'esprit des méditations, mens mentis, c'est Ingenium Ingenii, règles pour la direction de l'esprit en tant qu'il est inventif, Ingenium. Donc les règles pour la direction de l'esprit sont une sorte de réflexion sur les mathématiques, destinées justement à tirer de cette science, jusque-là pour Descartes à peu près stérile, de tirer de cette science une méthode qui permette justement d'étendre la positivité de cette science à l'ensemble
des domaines de la connaissance. Il ne s'agit pas de mathématiser le savoir, comme on pourrait l'entendre par exemple chez quelqu'un comme Galilée, le contemporain de Descartes. Il ne s'agit pas de mathématiser le savoir. Il s'agit, si vous voulez, de faire que le savoir, quel que soit le domaine qui est le sien, ait la même rigueur, la même rationalité, la même intelligibilité que l'on constate en mathématiques, et notamment en arithmétique. Arithmétique que Descartes, inspiré par Viette, le fondateur de l'algèbre au XVIe siècle, que Descartes, inspiré par, cherche justement à rendre analytique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, d'abord je n'aurai pas tellement la possibilité de le faire, mais je veux dire par là que le but de Descartes, c'est au fond de faire de l'arithmétique une analyse. Et donc de ce point de vue, si vous voulez, d'en avoir un usage analytique, et pas simplement calculatoire. Donc le but, c'est d'arriver, si vous voulez, à en quelque sorte dégager les formes de rationalité de domaines qui sont comme engoncés dans des apparences qui peuvent justement les cacher. C'est pour ça que la première démarche de Descartes vis-à-vis de la science, c'est d'une certaine manière de désencombrer les objets de tout ce qui peut les rendre confus et obscurs, et de substituer justement à cela des objets qui soient simples et clairs, et qui se donnent alors à un esprit, comme dit Descartes dans les règles, pur et attentif. Simple et clair du côté de l'objet, pur et attentif du côté du sujet. Et au fond, entre le sujet et l'objet, il y a, pour ainsi dire, une sorte de reflet, une sorte de, plus qu'une analogie, comme une identité. D'une certaine manière, l'esprit qui connaît les choses selon l'ordre et la mesure et selon... Cet esprit-là, d'une certaine manière, est lui-même ordonné. Autrement dit, si vous voulez, on ne pourrait pas trouver de l'ordre dans les choses si on n'en avait pas dans l'esprit. Et donc, la démarche, vous voyez bien, finalement, des règles pour la direction de l'esprit, de la méthode, c'est justement de purifier l'esprit, non pas au sens mystique du terme, mais de purifier l'esprit de telle manière, justement, qu'il soit disponible à recevoir les idées claires et distinctes des objets préalablement, justement, réduits à des dimensions intelligibles, comme l'ordre et la mesure essentielle. Voilà. Alors, je n'ai pas parlé de métaphysique. Non, je sais. Mais je vais en parler. Je vais en parler pour vous dire que, d'une certaine manière, il y a, la conséquence est bonne, si vous voulez, des mathématiques et de la méthode telle que Descartes l'établit dans les règles, au projet de constitution d'une métaphysique, quelques 10 ans après, 1637, le discours de la méthode, mais surtout les méditations, 1640-41, où là, il est question de métaphysique. Alors en 2 mots, parce que c'est bon, en 2 mots, enfin un peu plus. Les mathématiques, j'ai dit, au fond, s'occuper de domaines où on peut établir l'ordre et la mesure, et l'ordre par la mesure. C'est surtout ça. Bien sûr que dans le domaine métaphysique, il ne peut pas y avoir de mesure. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de l'ordre. Et de l'ordre au sens où, selon Descartes, l'ordre consiste essentiellement, si vous voulez, vous direz, dites donc, quelle invention, à passer du simple au complexe. À commencer par les choses les plus simples pour aller aux choses les plus complexes. Et en progressant par degrés, sans rien oublier, sans rien sauter, sans rien confondre. Ce qui est une démarche parfaitement intelligible par tout le monde, mais qui n'est pas forcément facile à faire, parce qu'il faut être extrêmement attentif à ne rien oublier, à bien voir que l'un succède à l'autre, etc. etc. Quelle est la matière? Quels sont les objets de la métaphysique? Puisqu'on a parlé des objets de la mathématique, quels sont les objets de la métaphysique? C'est tout ce qu'il y a dans l'esprit en tant que tel. Et l'esprit, ici, c'est mince. C'est pas ingenium. L'ingenium, c'est l'imagination productrice, créatrice, dirait Bergson. La mince, qu'on traduit par l'âme, mais c'est quand même l'esprit plutôt, mince mentis, mental. Bon.
La mince, c'est beaucoup plus la faculté d'apercevoir quelque chose, de sentir, d'imaginer, de toucher, de déduire, de concevoir, de calculer. Tout ça, c'est la mince. Il n'y a pas chez Descartes, si vous voulez, de compartiment dans l'esprit. L'esprit, il est toujours un, et il est toujours le même. Mais il s'agit justement de le rendre, et comme en mathématiques, pur et attentif à ses propres objets, c'est-à-dire aux objets qu'il a en lui. Vous croyez que les métaphysiques, c'est des choses qui viennent de l'école, qui viennent des penseurs, qui viennent... Non, la métaphysique, elle est en vous. Elle est en chacun de nous. Mais nous ne percevons pas, justement, ce qui fait la spécificité de ces objets métaphysiques par rapport aux objets sensibles, aux objets visuels qu'on voit, aux objets qu'on touche, aux objets... Voilà. La métaphysique, elle s'occupe de choses qu'on ne touche pas et qu'on ne voit pas. On pourrait appeler ça des choses insensibles. Ou intelligibles, au sens où, justement, il n'y a pas de matière physique qui les remplit, qui les détermine. Donc, au fond, ce sont des idées. La métaphysique a affaire à des idées. Et Descartes est sans doute le pionnier, si vous voulez, de la philosophie moderne en tant qu'elle va être de Descartes au moins Husserl, une analytique des idées. Avant d'être une construction spéculative et synthétique, une analytique des idées. Je parle, si vous voulez, pour la métaphysique, en fait, telle qu'on peut la voir, disons, en France, en Angleterre, à cette époque. Je laisse un peu l'Allemagne de côté, notamment l'idéalisme allemand, dont on ne peut pas dire exactement la même chose. Vous voyez, Hegel est un grand adversaire de l'analyse. Bon, laissons Hegel. Donc voilà, en ce sens, donc, Descartes donne à la métaphysique les objets qui doivent être les siens et qui vont l'être pour tout le monde, quelles que soient les orientations épistémologiques des uns et des autres. Et ces objets sont des idées. Et qu'est-ce qu'il s'agit de faire avec des idées? D'abord les inventer, les inventorier. Combien d'idées vous avez? Non, c'est pas si je pas de calculer. Qu'est-ce que vous avez comme idée dans la tête? Voilà comment commencent les méditations. J'ai des idées du soleil, de la terre, d'autres hommes, de moi-même, de Dieu, Voilà. Comment mettre de l'ordre là-dedans? Comment faire en sorte que ces idées ne soient pas, si vous voulez, une sorte de capharnaüm, une sorte de boîte noire où on trouve tout et n'importe quoi, mais où ces idées puissent justement nous conduire à une connaissance véritable. Voilà le problème de la métaphysique. Autrement dit, voilà. Et c'est pour ça que Descartes institue le doute comme justement méthode d'éradication de tout ce qui se donne comme savoir alors que ce n'en est pas un. Vous voyez? Au fond, la meilleure image qu'on peut avoir du doute, c'est celle de la suspension du jugement. Ce que les Grecs appelaient l'époqué. Du verbe épéco, je suspends. Époqué. Je suspends mon jugement. Est-ce que cette bouteille existe? Puis est-ce que je peux dire je vois une bouteille sur la table? Oui, je vois une bouteille sur la table. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que la bouteille que je vois existe indépendant de moi? Ça, je n'ai pas de moyen de le dire avec certitude. Bien sûr, c'est très probable. Il est très probable que je ne rêve pas. Et que je ne rêve pas que je fais une conférence devant des gens, encore que ça m'arrive souvent. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça m'arrive très souvent, si vous voulez, de faire des bruits, et souvent d'ailleurs bien meilleures que celles que je peux faire éveiller. C'est dommage qu'on ne puisse pas les enregistrer, mais bon, on enlèvera ça. Je plaisante, bon, comme souvent. Bon, donc voilà. Voilà, qu'est-ce qui me garantit, c'est la question phare qui ouvre les méditations, qu'est-ce qui me garantit qu'en ce moment je ne veille pas, je ne dors pas, je veille, et que les choses que je vois ne sont pas, si vous voulez, les choses que je vois en rêve. Qu'est-ce qui me garantit que je ne rêve pas? Voilà la question. La seule question. Comment, d'une certaine manière, acquérir la certitude que je ne rêve pas? Vous allez dire, dis donc, si c'est ça la métaphysique? Oui, c'est ça la métaphysique. Parce que si vous arrivez à montrer que vous avez la certitude que vous ne rêvez pas, c'est parce que vous avez d'autres certitudes
qui sont au fondement de celle-ci. Et c'est ça qu'il s'agit de découvrir. Il s'agit de découvrir quelles sont les certitudes fondatrices de vos certitudes habituelles. Alors, je ne vais pas faire une explication de méditation, hein, ce serait beaucoup trop compliqué, il faudrait beaucoup plus de séances que cela, bien sûr, parce que c'est difficile, tout en étant très clair, très simple. Il n'y a rien d'inintelligible dans les textes, dans les phrases cartésiennes, elles sont toutes transparentes. Mais c'est leur enchaînement qui est difficile à suivre et à contrôler et à vérifier, voilà, comme Descartes nous demande de le faire d'ailleurs. Donc voilà, donc le doute est la méthode, ce n'est pas un état d'esprit, le doute est la méthode nécessaire pour arriver à la certitude. De la même manière, si vous voulez, qu'en mathématiques, au fond, les démonstrations peut-être les plus, comme on appelle les apodictiques, c'est-à-dire au fond les plus certaines, commencent par des démonstrations par l'absurde. Au lieu d'affronter directement un objet, je pose la thèse contraire et je vais voir si ça tient. Et si ça ne tient pas, c'est l'autre qui est vrai. C'est le contraire de la thèse absurde. Vous voyez, c'est une démarche apagogique, comme disaient les Grecs. Hein. C'est une démarche apagogique, c'est-à-dire qu'on arrive, si vous voulez, à la vérité par un cheminement qui commence par le doute, voire la négation de ce qu'on considère comme vrai, ou comme bon, ou comme bien. Hein. Enfin, comme vrai, plutôt. Hein. Alors voilà, et donc, pour ne pas vous faire trop saliver la réponse, l'attente de la réponse, en gros, si vous voulez, le fondement de toute certitude, c'est qu'il y a un Dieu qui ne nous trompe pas. C'est ce que Descartes appelle un Dieu vérace. Ce n'est pas un Dieu vrai ou un vrai Dieu, c'est un Dieu vérace. Et un Dieu vérace, c'est un Dieu qui dit vrai. C'est un Dieu dont la volonté est droite, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à nous tromper. Et donc voilà, au fond, le fondement de toute certitude. Et c'est pas mal ça. C'est pas mal parce que quand on hésite, quand on doute, quand on ne sait pas ce qui se passe, au fond, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a été créé de telle manière que ce qui nous paraît le plus vrai possible est faux ou illusoire, ou au contraire, on peut s'y fier. C'est une question de confiance. C'est une question de confiance. Bien, au fond, le but de Descartes, c'est d'arriver justement à être confiant dans le développement, le déroulement de son esprit sur des objets tout à fait différents. Quand on fait des mathématiques, mais aussi, si vous voulez, quand on parle avec quelqu'un, quand on fait un discours, quand on cherche à comprendre comment fonctionne la machine du corps, etc. Tout ça, ça suppose que nous ne sommes pas trompés. Et que par conséquent, notre esprit a été créé de telle manière que s'il use bien des idées et de la méthode qu'il peut se procurer facilement grâce aux mathématiques, eh bien, il pourra justement acquérir des connaissances et, acquérant ces connaissances, se connaître lui-même comme étant justement celui qui acquiert ces connaissances. Ces deux choses-là n'étant pas séparées, Descartes, si vous voulez, il n'y a pas de strabisme métaphysique entre d'un côté les choses du monde et de l'autre côté la spiritualité. Non, c'est pas la même chose, si vous voulez, mais c'est complètement lié. Et au fond, voilà. Et pour être. Voilà. Donc, le doute, il n'est pas désagréable, ni agréable d'ailleurs, ni désagréable, ni agréable, il est nécessaire. Il est absolument nécessaire. Comme est nécessaire. L'image est de Descartes, hein, comme est nécessaire, si vous voulez, l'administration de remèdes quand on a une maladie. C'est pas bon, peut-être, d'accord, mais ça fait du bien. Et ça fait du bien, pourquoi? Parce que normalement, pas dans la médecine de Descartes, hein, ou à l'époque de Descartes, mais normalement, plutôt dans la nôtre, mais pas toujours, normalement, le remède doit déboucher sur la restitution de la santé. Et bien, de la même manière, si vous voulez, le doute doit déboucher sur la restitution de la confiance en la vérité. Ce n'est pas de la vérité. La vérité ne tombe pas du ciel. C'est de la confiance en ce que je crois, en ce que je sais, en ce que je... Voilà. Quand je fais des opérations d'esprit, j'ai la certitude que je ne suis pas trompé. Je peux me tromper, mais je ne suis pas trompé. Voilà la première question. Bon, vous pouvez
Je pense que j'ai été un peu trop long sur cette question, mais elle est fondamentale, elle est première, vraiment. Et en ce sens, vous avez raison de la poser, de la formuler comme vous l'avez fait, ce que je n'avais pas fait moi, parce que, justement, elle est première, et donc elle conditionne toutes les autres. Dans l'œuvre de Descartes. Écoutez, elle n'a pas eu une place en particulier déterminée. Descartes s'est occupé de sciences du début jusqu'à la fin de sa vie. Du début, je dis quelque chose des mathématiques, c'est un mathématicien de génie, hein, comme il y en a eu peu dans le monde. Hein. Il y a eu Pascal, il y a eu Fermat, qui ont tous reconnu le génie de Descartes. Descartes est quand même celui qui fonde la géométrie analytique. Vous voyez, on va pas revenir là-dessus. Bon, voilà. Donc, il commence par les mathématiques, il s'intéresse aussi beaucoup à la physique, mais avec beaucoup moins de succès. Il échoue dans la formulation de l'équation de la chute des corps. C'est Galilée qui trouvera, et Descartes ne sera pas forcément très heureux de voir que Galilée a réussi là où il a échoué, mais Galilée a réussi là où il a échoué, parce que Descartes, paradoxalement, ne s'est pas montré assez mathématicien en physique. Il a encore fait de la physique comme on en faisait avant lui, ou avant Galilée, c'est-à-dire de manière, si je puis dire, littéraire, avec la nature des corps, avec, etc., les pulsions, les impulsions, les accidents, bon, toute la quincaillerie, si vous voulez, scolastique, appliquée à la physique, et qui n'a rien donné pendant des siècles. C'est la physique d'Aristote. Mais comme disait De Santi quand il nous faisait cours sur la physique d'Aristote, c'est bon à mettre à la poubelle. Comme physique, et pas comme texte d'Aristote. Autrement dit, que l'air est léger, que le feu est léger et que la pierre est lourde. Bon, vous voyez, je pense que sans cours approfondi de physique, on arrive à le savoir. Bon, or c'est ça, si vous voulez, la physique d'Aristote. C'est une physique du sens commun. C'est une des évidences du sens commun. À cela, donc Descartes et Galilée, mais Galilée plus que Descartes, suffisant. Donc, sur le plan de la physique, si vous voulez, chez Descartes, il y a pas mal si vous voulez, d'erreurs et d'inaboutissements. Mais il s'en est beaucoup occupé. Il s'en est beaucoup occupé, notamment de mécanique dont je parlerai, je dirai un mot tout à l'heure. Mais peut-être que les choses qui l'ont de plus en plus intéressé, occupé et passionné, c'est ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, en mettant les choses, l'anatomie. C'est-à-dire la description du corps humain. C'est le titre d'un texte de Descartes qui est inachevé et qu'il a écrit quasiment les derniers mois avant sa vie, avant sa mort plutôt, avant sa vie, je ne sais pas, mais avant sa mort. Ce texte sur la description du corps humain, qui fait suite au traité de l'homme, qu'il a écrit très vite, dans les années 1630, mais qu'il n'a pas publié. Donc, quelle place tient la science dans l'œuvre de Descartes? Ben, écoutez, la place de toute l'œuvre, quoi. On ne peut pas dire, si vous voulez, qu'il y a un moment où Descartes ne s'est pas occupé. Parce que non seulement la métaphysique est une science, mais c'est la plus certaine de toutes les sciences aux yeux de Descartes. Bien plus certaine que les mathématiques. Donc au fond, science, métaphysique, philosophie, c'est la même chose d'une certaine manière pour Descartes. Ces distinctions, si vous voulez, elles sont plus tardives. Ce sont les nôtres, ce ne sont pas les siennes. Pour lui, au fond, la philosophie, c'est aussi la science. Et la science, c'est aussi la philosophie. Regardez l'arbre de la philosophie, l'image qu'il donne de la philosophie dans la lettre préface au principe de la philosophie. Les fondements, c'est les métaphysiques, le tronc, c'est la physique, et les branches de l'arbre, il y en a 3, médecine, mécanique, morale. Médecine, mécanique, morale. Alors, je vais un petit peu parler de ça, parce que ça, c'est peut-être plus... Il n'y a pas la place... C'est la place que la science tient dans la vie humaine. Dans la vie humaine. Et vous voyez, Descartes ne pense pas que la science soit en quelque sorte la nourriture de l'esprit et qu'il faut finalement être savant pour développer
son excellence humaine. Il dirait presque le contraire, et non de temps en temps cultiver le paradoxe. Il dirait presque le contraire. Plus on est savant, et moins on sait des choses importantes, si vous voulez, sur la conduite de la vie. N'oubliez pas ceci, vous ne connaissez peut-être pas, que un des premiers écrits de Descartes, dans les années qu'on a trouvé, peu importe, cite le verbe d'Ozone en latin, quod vitae sectabor iter. Quod vitae sectabor iter. Quel chemin, iter, sectabor, le futur, je suivrai, quod vitae, dans la vie. Quel chemin je suivrai dans la vie. Et je crois, si vous voulez, que s'il y a une chose qu'il faut retenir de ce cours exposé sur Descartes, c'est que le problème de Descartes, c'est celui-là. C'est quel chemin suivre dans la vie? Comment s'orienter dans la vie? Un peu comme dans une forêt où on serait perdu et où il faudrait trouver le pôle. Il faudrait trouver la direction. Il faudrait trouver non pas son chemin, mais un chemin. Et c'est pour ça que, du point de vue, la science, la philosophie, au fond, ont un but, mais qui est un but humain, qui n'est pas un but spéculatif ou théorique. C'est justement de rendre les gens plus assurés, de fortifier la volonté, de clarifier l'entendement, mais pas pour spéculer, pour agir dans la vie. En un sens, c'est une philosophie de l'action, Descartes. J'aime pas beaucoup ces trucs philosophie de, philosophie de. Mais c'est une philosophie de l'action au sens où, si vous voulez, le but de la philosophie est un but pratique, bien plus que spéculatif. Et en quoi il consiste cette pratique? Alors là, on va rentrer dans des zones de turbulence. Donc attacher aux ceintures, relever au siège, etc. Des zones de turbulence, pourquoi? Parce que ça fait partie, si vous voulez, du pont aux ânes de la critique cartésienne. Qu'est-ce que Descartes dit de la science dans le discours de la méthode, 5e partie, 6e partie, qui sont... La 5e partie résume les travaux de Descartes. Les travaux de Descartes dans le monde et dans l'homme. Je ne vais pas... Bon, c'est très intéressant, hein, c'est toute la mécanique, bon, voilà, l'automate, les théories de l'automate, qui est toujours extrêmement moderne. Mais je vais passer à la 6e partie. Il dit, si on connaissait toutes les actions du feu, de l'eau, enfin, si on connaissait au fond les phénomènes naturels, et si on savait quelles étaient leurs forces, d'où ça venait, quels étaient leurs effets, eh bien on pourrait les utiliser pour les hommes, au lieu qu'ils soient utilisés en vain. Pourquoi? Si vous voulez, les chutes d'eau, par exemple, ou la chaleur du soleil, bon, on s'en passe très bien aujourd'hui, mais la chute d'eau ou la chaleur du soleil, c'est quand même dommage que tout ça produit pour rien. Pourquoi ne pas utiliser ça? Pourquoi ne pas capter ces énergies? Ben voilà, afin de se rendre, dit Descartes, formule honnie par les bons esprits de ce temps, afin de se rendre, de nous, ici il parle de nous, il ne parle pas de lui, de nous rendre comme maître et possesseur de la nature. Que n'a-t-il pas dit là? Comme maître et possesseur de la nature. Alors évidemment, et encore je cite les plus grands, Lévi-Strauss, Heidegger, voilà, Descartes donne le signal du pillage de la nature. Descartes, c'est la technique comme appropriation du sol, enfin tous les romans, si vous voulez, catastrophistes de la modernité. Et donc voilà, accusez levez-vous, c'est Descartes. Pourquoi? Parce que vous avez lu le projet absolument indigne de rendre l'homme maître et possesseur de la nature. Non, dit Descartes, à travers moi, mais je l'interprète plutôt bien. Non, dit Descartes, j'ai pas dit se rendre maître et possesseur de la nature, j'ai dit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et si je vous dis, si vous voulez, que je suis heureux comme un coq, que je suis ici traité comme un coq en pâte, je ne suis pas un coq en pâte, je suis comme un coq en pâte. Et si Descartes dit que l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est pas qu'il est, justement, c'est parce qu'il ne l'est pas, maître et possesseur de la nature. Et donc, il doit faire comme si, d'une certaine manière, mais sans penser que la nature est à lui, ce qui serait, si vous voulez, d'une idiotie sans fond, d'un point de vue cartésien.
La nature n'est à personne. La nature, elle est créée par Dieu. Ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'il y a une sainteté de la nature, ou qu'il s'agit de la respecter, si vous voulez, au sens moderne du terme. Évidemment que Descartes, c'est bon. Si ça vous intéresse, je vous enverrai un petit texte que j'ai écrit pour le dictionnaire de l'écologie. Vous voyez, je ne savais pas ce qu'il faisait, en me demandant donc un texte sur Descartes, et donc j'ai fait un petit texte sur Descartes et la question de l'écologie, dans lequel, enfin, vous voyez bien, je montre que voilà, la critique de Descartes repose sur des contresens évidents, si vous voulez, et que, d'une certaine manière, on peut parfaitement tirer de Descartes une pensée de l'écologie, c'est-à-dire une pensée de la préservation de la nature. Mais de la préservation de la nature, pourquoi? Parce qu'elle est belle? Parce qu'elle est sainte? Parce que c'est une déesse? Non. Mais parce qu'on en a besoin. Autrement dit, le respect de la nature, si vous voulez, c'est le respect de l'homme qui vit dans la nature. Mais dire qu'on respecte la nature, c'est redonner, c'est comme dirait Lévinas, hein, c'est les bosquets sacrés. Hein. C'est le paganisme, c'est-à-dire c'est montrer qu'il y a des esprits dans la nature, ou que la nature a une sensibilité, une intentionnalité, une vie, une personnalité, comme on le dit aujourd'hui quelquefois pour les animaux, pour les arbres, pour les rivières, pour les forêts, sans se rendre compte, si vous voulez. Bon, j'arrête là. Vous voyez ce que je veux dire, de l'énormité, si vous voulez, de ces propos. L'énormité, non pas au sens moral du terme, au sens logique du terme. De quoi on parle? Si j'avais eu le temps, je vous aurais montré, si vous voulez, que justement, une des grandes conquêtes de la métaphysique cartésienne, c'est la distinction entre la nature, entre les choses étendues, comme cette table, et les choses pensantes, comme moi et comme vous. Hein. Autrement dit, des choses, si vous voulez, qui ne peuvent pas être mesurées ou calculées, mais qui se caractérisent par l'intentionnalité, par le fait de penser à quelque chose. La table, elle ne pense à rien, ou plus exactement, elle ne nous a rien dit. Hein. Donc, il y a une... Alors, c'est un peu pareil pour les animaux, mais je ne vais pas rentrer dans cette question, parce que là aussi, c'est une question extrêmement dangereuse pour le conférencier, et pour sa sécurité. Donc, j'en reste là. Donc voilà, en ce qui concerne... Mais, et pour conclure cette deuxième question, cette deuxième réponse à cette question, je dirais qu'au fond, la science qui intéresse le plus Descartes, et justement parce que c'est la science la plus humaine qui soit, c'est la médecine. C'est la médecine. C'est la médecine. Et vous voyez, on oublie souvent ce passage de la sixième partie du discours de la méthode quand il dit « Et s'il y avait un moyen de rendre les hommes plus sages qu'ils ne le sont aujourd'hui, je crois que c'est dans la médecine qu'il faudrait le chercher. Non pas dans la médecine telle qu'elle existe aujourd'hui, mais la médecine telle qu'elle existera peut-être sur la base justement de la nouvelle science que nous édifions, nous, les savants modernes. » Et donc, voilà, Descartes a l'idée, si vous voulez, d'une médecine scientifique, on dira. Alors qu'au fond, la médecine telle qu'elle est pratiquée par Descartes, vous voyez bien la mort de Descartes, quand Descartes avait chez lui une fièvre, etc., ils n'ont pas arrêté de le saigner, si bien qu'il disait épargner le sang français avant de mourir, ils n'ont pas arrêté de le saigner. Voilà, c'est ça la médecine. Hein. Donc vous voyez, quand on pense à une médecine scientifique, on pense à une médecine d'abord qui connaît la structure du corps humain. Et ça, c'est un des grands enjeux de la philosophie cartésienne, connaître la structure du corps humain. Ne pas penser, si vous voulez, que le corps humain, il marche avec des petites âmes, l'âme locomotrice, l'âme végétative, l'âme, etc. Non, il n'y a pas d'âme dans le corps. C'est un mécanisme, c'est un automate. C'est quand même magnifique, cette idée, si vous voulez, de l'organisme comme automate. Comme quelque chose qui marche tout seul. Sans la présence d'une âme. Alors évidemment, la présence d'une âme va complexifier le schéma, ça va de soi. Mais au fond, connaître l'homme, c'est d'abord et avant tout connaître le fonctionnement de son corps. C'est pour ça que le problème du corps et la connaissance du corps est un problème absolument fondamental, aussi bien de la métaphysique que de la science cartésienne. Voilà pour la deuxième question. Plutôt ce que vous pensez, même exclusivement. Je pense que non, donc je pense
c'était pas technique du tout, ça n'a rien à voir avec le droit tel qu'il est enseigné, tel qu'il a été enseigné après. Donc voilà, et en plus de cette licence, il ne s'en est jamais préoccupé, il n'a pas continué à faire des études de type juridique, etc. Donc, premier degré de ma réponse, je ne crois pas, en tout cas personnellement, hein, je ne crois pas, si vous voulez, qu'il y ait une sorte d'influence enfin, de ces études juridiques, de ce petit parcours de juriste pour le reste de son. Alors, il y a une deuxième question, je vais essayer de me rattraper. Il y a une deuxième question qui est, est-ce que la pensée du droit a une place chez Descartes, dans la philosophie de Descartes, et notamment dans la morale. Autrement dit, dans les propos que Descartes tient sur la morale dans le discours de la méthode, vous connaissez au moins de nom l'idée d'une morale par provision, et qu'il développe par la suite, à partir des années 42-43, il est mort en 50, 1750, à partir des années 42-43, à partir d'une correspondance qui, à mon avis, est peut-être le sommet de son œuvre, une correspondance avec la princesse Élisabeth de Bohême, qui, justement, interroge Descartes sur la compatibilité des deux thèses que Descartes défend dans les méditations, c'est-à-dire la distinction réelle de l'âme et du corps. Donc l'âme et le corps sont deux substances radicalement différentes, mais que par ailleurs, l'âme et le corps sont substantiellement unis chez l'homme. Comment concilier la première thèse, la thèse de la distinction, avec la thèse de l'union? Et vous voyez, et la réponse de Descartes, au fond, elle me paraît une réponse très cartésienne, d'esprit très cartésien. Ne cherchez pas à les concilier. Ne cherchez pas à concilier. L'homme n'a pas un esprit souverain, c'est-à-dire susceptible justement de réunir les contraires et d'en faire une synthèse, comme on s'efforcera de le faire dans une pensée dite dialectique. Non. L'homme en reste à des perceptions claires et distinctes. Or, je perçois clairement et distinctement que l'âme, ce n'est pas le corps, que ce qui pense en moi, ce n'est pas étendu. C'est pas mesurable, c'est pas divisible. C'est tout qu'est l'esprit. Et que l'esprit ne pense pas. Autrement dit, des matières, mouvements, tout ce que vous voulez, grandeur, figure, mouvement, mais il n'est pas nécessaire de supposer une pensée dans le corps pour comprendre les mouvements du corps. D'accord? Donc ça, je le conçois parfaitement clairement et distinctement. Et ce que je conçois parfaitement clairement et distinctement, je ne dois pas le bazarder, le balancer pour des croyances ou pour des choses qui... Je m'en tiendrai à ça. L'âme est une chose qui pense, le corps est une chose étendue. Le corps, en général, généraliter sumptum, dit Descartes. Le corps en général, la table, mais aussi bien mon corps en tant qu'il est un ensemble de matières. D'accord. Donc voilà une thèse sur laquelle je ne faiblirai pas, je tiendrai toujours la distinction de l'âme et du corps pour une distinction fondamentale, première, originaire, etc. D'un autre côté, quand je me tourne vers moi et que je vois que quand je veux boire, je verse, je prends, ma main se porte sur la bouteille, elle verse, etc., ma main reprend ça. Autrement dit, que les mouvements corporels sont comme télécommandés, comme on dirait aujourd'hui. C'est comme si vous voulez, mon âme était la télécommande de mon corps. C'est-à-dire qu'elle l'orientait là où il faut qu'elle aille en appuyant sur des boutons. Maintenant, elle ne sait absolument pas comment ça se passe. Je ne sais absolument pas comment l'âme dirige le corps. Comment ma volonté dirige les mouvements de mon corps. Mais c'est un fait. Mais c'est un fait. Et au fond, la sagesse philosophique consiste à s'incliner devant les faits et pas chercher à les travestir. Voilà, il y a deux faits. Il y a la distinction de l'âme et du corps et il y a l'union de l'âme et du corps. Ce sont des faits d'égale évidence, d'égale certitude. Mais évidemment, ils sont contraires l'un à l'autre. Mais est-ce qu'on a la charge de penser, si vous voulez, la structure ultime du réel? Est-ce qu'on est un esprit infini? Non. Donc,
il faut se borner à des choses finies, c'est-à-dire aux déterminations qui sont celles, justement, de nos idées claires et distinctes, quand elles sont claires et distinctes. Donc, l'homme n'est pas un assemblage de corps et d'esprit, mais un mélange. Quasi-permission, dit le texte des Méditations 6. Quasi-permission, quasi un mélange. Autrement dit, dans un mélange, si vous mélangez de l'encre et de l'eau, vous verrez plus, si vous voulez, l'encre et l'eau. Mais vous verrez un mélange d'encre et d'eau. Et bien, l'homme, c'est ça. Et donc, l'idée que vous allez trouver dans l'homme une petite part qui serait la part de l'âme et une autre part qui serait celle du corps est une idée complètement fausse. Tout ce que vous trouverez dans l'homme sera quelque chose de complexe, au sens où ce sera quelque chose de composé d'esprit et de corps. Et en ce sens, c'est une union indissociable, sauf par la force de Dieu. Seul Dieu peut sans doute dissocier l'âme du corps et faire que chacun suit son destin. Mais la vie humaine, c'est une vie incarnée. C'est une vie incarnée, d'un bout à l'autre. La vie humaine, c'est une vie justement qui n'est pas divisée en une chose intellectuelle et une chose corporelle. Mais c'est une chose qui est une... Je n'ai jamais vu, dit Descartes, que les hommes... la citation de... que les hommes aient un corps et un esprit, mais que ce sont les mêmes hommes et qui pensent et qui ont un corps. Mais si vous voulez, ici, le sujet, c'est l'homme. C'est pas l'âme et le corps. Le sujet, au sens de ce qui soutient, l'hypokaiménon, un grec, c'est l'homme. C'est pas l'âme ni le corps. Donc, vous voyez, la philosophie de Descartes, elle est complexe. Et elle n'est pas complexe parce qu'elle est confuse. Elle est complexe parce que le réel est complexe. Et que, au fond, tout ce que l'homme a à faire, c'est justement prendre la mesure de ce réel et de sa complexité. Voilà. Alors, je sais que je n'ai pas parlé de la morale. Non, c'est pas, du droit, oui. Alors j'ai dit, la pensée du droit, on peut la trouver au niveau de la morale, et notamment dans ces lettres que Descartes écrit, les lettres magnifiques que Descartes écrit à Élisabeth entre 43 et 47, mettons, ces années-là. Années dans lesquelles il compose le traité des passions de l'âme. Et années pendant lesquelles, 43, 44, il se heurte à un pasteur hollandais particulièrement buté, qui s'appelle Voetius. Enfin, en latin, on latinise tous les c'est Voet, Gisbert Voet. Mais bon, ça veut dire Voetius, bon, voilà, Cartésius, Voetius. Qui a commandité, en quelque sorte, si vous voulez, une sorte d'attentat intellectuel sur Descartes. Vous verrez que mes mots ne sont pas choisis au hasard, ne viennent pas au hasard. Une sorte d'attentat intellectuel pour Descartes, en disant que Descartes, c'est Descartes est le propagateur. C'est pas le mot, j'ai un mot qui me de l'athéisme. Il faut le faire quand même. Celui qui s'est cassé la tête à multiplier les preuves de l'existence de Dieu, c'est celui-là qui est le fauteur d'athéisme. Et donc, justement, parce que l'argument de Voet est extrêmement subtil, dire au fond, je ne chercherais pas à démontrer l'existence de Dieu si on savait que Dieu existait. Ce qui est évidemment très, très malin Je crois que le but n'est pas là. Le fond du problème, il n'est pas là. Le fond du problème, il est politique. Il est dans le fait que le cartésianisme prend de plus en plus Bon, je crois qu'il va falloir que je m'arrête parce que je ne trouve plus mes mots. Le cartésianisme prend de plus en plus de place, a de plus en plus d'audience auprès des professeurs et des étudiants des universités hollandaises, notamment Groningen, Utrecht, mais aussi dans d'autres provinces, Leyde par exemple, aussi, Amsterdam, bien sûr,
Au fond, c'est comme si vous voulez, le cartésianisme gagnait, au fond, les universités et devenait presque la philosophie officielle. Et évidemment, en chassant la philosophie qui s'y enseignait, et qui est au fond une philosophie théologique, hein, d'inspiration théologique. Une philosophie pour laquelle la philosophie est la servante de la théologie. Donc vous voyez, si vous voulez, quand même, de quoi on est redevable envers Descartes, quand même. Non seulement d'avoir libéré la nature des petits esprits qui semblaient l'habiter, mais aussi d'avoir dissocié radicalement, si vous voulez, la philosophie de la théologie. Et de penser, si vous voulez, que la philosophie impliquait un esprit parfaitement libre. La libre pensée, si vous voulez. Vous voyez, je veux redire, bon, la libre pensée. Eh bien, en un sens, c'est une pensée du droit. C'est une pensée du droit au sens où c'est l'idée, si vous voulez, que chacun a le droit d'utiliser son esprit de la manière qu'il juge la plus utile ou la plus éclairante. Chacun a le droit. Autrement dit, le droit de chacun est un absolu. Et c'est ça que développe Descartes dans la lettre à Boëtius, qui est une longue lettre. Descartes n'a pas l'habitude d'écrire si long. C'est pas une lettre, c'est presque un petit, c'est un livre. Hein, et dans lequel il parle, justement, j'avais envoyé à Johan ou Johan. Johan, c'est très bien. À la hollandaise. Puisqu'on est dans les provinces hollandaises, les expressions que Descartes utilise dans ce texte, et qui est sur l'expression les lois de la charité, le droit de la charité. Autrement dit, ici, lex, jus, interviennent, si vous voulez, d'une manière extrêmement précise et forte pour justement combattre ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, une sorte de terrorisme intellectuel dont le pasteur Voët est sans doute un des représentants les plus connus à cette époque, mais qui aura une descendance relativement abondante. Et pour terminer, si vous voulez, je crois qu'il faudrait que je termine. Voilà. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé l'heure du tout. Mais j'ai encore un petit moment. Oui. Non, mais dites-moi. Hein, oui, bien sûr. 5 minutes. 5 minutes. Ouais. Et puis après, je reviendrai sur quelque chose. Je reviendrai précisément sur Descartes et le droit, parce que je me suis rendu compte que la question qu'on vous a posée est très mal posée. Elle est très mal posée. Et il aurait fallu qu'on la pose à l'envers. C'est-à-dire. Non, mais c'est moi qui m'en rends compte, puisque j'en suis l'auteur. Et en réalité, en vous écoutant, nous parler de la méthode qui consiste à aller du plus simple au plus compliqué, de diviser les étapes, la bonne question aurait été en quoi Descartes a-t-il influencé la construction d'une méthodologie juridique qui est actuellement encore en place, encore en vigueur? C'était ça la bonne question. De quelle manière il a pu irriguer le droit de sa méthode? Je comprends votre question. Mais ça, je ne suis pas en mesure d'y répondre parce que je n'ai pas une connaissance ni même vague de la constitution justement de la jurisprudence, par exemple, à l'époque au début du XVIIIe siècle, de la common law en Angleterre sous l'influence de Locke, etc., ou du droit français, qui connaît un grand essor aussi à ce moment-là, avec des grands juristes. Par exemple, au XVIIe siècle, c'est Domat, dont Pascal est très proche. Bon, ça, je n'ai pas une connaissance. La seule chose que je peux dire, c'est que, de ce point de vue, le cartésianisme a influencé la théorie du droit naturel, c'est-à-dire moderne, c'est-à-dire l'idée justement que chaque individu a des droits et que ces droits sont absolus, qui ne peuvent pas être remis. Vous voyez, on peut pas faire, voilà, on peut pas faire donc faire cession, si vous voulez, de ce qui constitue notre personnalité la plus intime et qui est justement le fait d'avoir des droits, d'être un sujet de droit. Ça, effectivement, pour ça, vous avez entièrement raison. Alors, je cite un texte sur lequel j'ai fait une courte étude
dans un volume collectif qui s'appelle Descartes politiques, qui est paru il n'y a pas très longtemps, chez Garnier peut-être, je crois. J'ai fait une analyse d'un article des Passions de l'âme, l'article 190, qui est consacré, on n'aurait pas pensé, à la satisfaction de soi-même. Et il dit au fond la satisfaction de soi-même est la chose la plus importante qu'on puisse espérer atteindre. C'est ça le but, tout ça, c'est d'être satisfait de soi, de ce qu'on a fait. Et au fond, pour quelle raison on peut s'estimer soi-même et être satisfait de soi-même? Uniquement, dit Descartes, pour l'usage que nous faisons de notre libre arbitre, étant entendu que ce libre arbitre est la principale perfection de l'homme. Donc nous ne sommes responsables que de ce que nous faisons, d'une certaine manière. Pas de ce que nous sommes, mais de ce que nous faisons. Et de ce que nous faisons librement. Car au fond, librement et humainement, c'est le même mot, d'une certaine manière. L'homme est essentiellement libre pour Descartes. Mais libre, ça ne veut pas dire, si vous voulez, tout-puissant. Libre, ça veut dire qu'il a un entendement pour, à chaque instant de la vie, se demander s'il va à droite, s'il va à gauche, s'il continue au milieu. Bref, si vous voulez, pour faire en sorte que sa vie soit une vie interrogative et pas une vie dogmatique. Je fais un truc et je m'y tiens jusqu'à la fin de mes jours. Bon. Donc la satisfaction de soi-même, c'est très bien. C'est ce qui rend l'homme heureux, etc. C'est le principal bien qu'on peut tirer, etc. Mais, il y a des gens, il y en a des qui sont satisfaits d'eux-mêmes pour des raisons qui ne sont absolument pas ni raisonnables, ni morales, ni juridiques. Et c'est ce que Descartes appelle les faux dévots ou les bigots. Hein, vous me suivez? Bon. Les faux dévots ou les bigots. Et qui se croient si amis de Dieu, vous me suivez encore, hein, qui se croient si amis de Dieu que, au fond, ils pensent que Dieu les autorise à commettre les plus grands massacres qui peuvent être commis parmi les hommes. Exterminer des peuples, des villes, tuer des rois, uniquement parce que ces gens-là ne pensent pas comme eux. Vous voyez, on pourrait illustrer, hein, mais bon, on n'est pas là pour faire de l'illustration. Mais on pourrait assez bien illustrer ce paragraphe 190 des Passions de l'âme, dans lequel Descartes parle, et c'est ça que je trouve magnifique, des amis de Dieu, de ceux qui se croient les amis de Dieu. Et au fond, il n'y a pas de pire usurpation que celle-là. Parce que finalement, on se met dans une position de surplomb vis-à-vis des hommes pour pouvoir justement faire ou s'autoriser tous les massacres possibles sur les hommes, et notamment ceux qui ne pensent pas comme nous. Donc, au fond, si vous voulez, la leçon de Descartes, c'est, j'aime pas ce mot parce qu'il est utilisé à tout bout de champ, mais c'est une leçon de tolérance. Mais cette tolérance, si vous voulez, c'est pas simplement une montée de l'âme, cette tolérance. Cette tolérance, elle repose sur la métaphysique cartésienne, c'est-à-dire sur le fait que l'homme a un entendement, que l'homme a une volonté libre, que le principal bien, c'est justement que la volonté suive ce que l'entendement lui représente, etc., etc. Des choses banales, des choses très simples, des choses du sens commun, des choses du bon sens. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, dit, c'est la première phrase du discours de la méthode. Hein? Oui, on peut en douter. Bon, voilà. Mais enfin, on peut poser ça comme ça. Voilà le juridique. Hein? Tous les hommes. Voilà l'universalité. L'homme en tant que sujet a des droits. Et n'importe quel homme, sans discrimination. Voilà. Et c'est ça qui induit la tolérance. Ce n'est pas l'ignorance qui induit la tolérance, c'est le savoir, c'est la connaissance. On n'est pas tolérant parce qu'on n'en sait rien. On est tolérant justement parce qu'on sait. Et qu'on sait qu'il y a des choses, justement, qui ne sont pas du registre de la nécessité, de la détermination, mais qui sont du ressort de la liberté humaine. Et il n'y a pas de chose plus importante sur Terre que de respecter, justement, cette liberté humaine, là où elle se trouve. Merci pour votre attention.